Alors, Jean-Michel Blanquer a parlé du combat pour l'émancipation et donc du combat pour permettre à chacun de choisir librement sa vie. Alors, est-ce que ça veut dire que, dans ces conditions, les progressistes se battent pour faire triompher une certaine forme d'individualisme, d'autodétermination de l'individu? Et dans ces conditions, comment continuons-nous à faire société? C'est toute la question que de l'engagement. Et nous avons souhaité, pour en parler, inviter une femme qui est philosophe, qui est directrice de recherche au CNRS et ancienne directrice de l'École normale supérieure. Elle travaille en particulier sur les questions de philosophie morale et politique, et en particulier du rapport du libéralisme et de la gauche. Je vous demande d'accueillir Monique Cantos-Perber. Bonjour à tous. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Martin Luther King caractérisait de manière très pertinente et très juste, à mon sens, l'absence d'engagement de cette façon-là. Parce que l'indifférence des bons, dans des temps de crise, dans des temps de drame, c'est la soumission au réel. Et c'est au fond la complicité de tout ce qui peut arriver de pire. L'engagement, c'est très différent. C'est la volonté d'agir. C'est la volonté de transformer ses convictions en réalité. Et cela peut prendre des formules très différentes. L'alerte, le militantisme, la publication. Chacun s'engage de la manière dont il le peut dans l'environnement où il se trouve. Et l'engagement est pour cette raison le meilleur des antidotes contre la passivité, l'endormissement collectif. La démagogie, et parfois aussi contre le charme charismatique que certaines personnalités de gouvernants peuvent exercer, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Mais le problème, c'est que dans tout le spectre politique, à gauche comme à droite, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, il y a des gens engagés. Et tous, subjectivement, ressentent leur engagement de la même façon. La certitude de leurs convictions, la nécessité d'agir, la détermination de leur volonté au service de cette cause et parfois même la prise de risque. C'est pourquoi on ne peut pas parler de l'engagement indépendamment d'une évaluation de la cause dans laquelle on s'engage, indépendamment d'une évaluation des principes au nom desquels on s'engage. La volonté ne s'exerce pas dans le vide, à moins d'adopter une position complètement existentialiste, j'existe parce que je veux, je suis ma pure détermination, quelles que soient les conséquences, je le manifeste par la protestation, l'enthousiasme, un peu comme l'éthique de la conviction dont parlait Max Weber et qui l'opposait à l'éthique de la responsabilité. Donc l'engagement en tant que tel ne suffit pas. L'engagement est une vertu de la volonté, ça va de soi, mais elle doit toujours être associée à une vertu intellectuelle, de la critique, de la prise de distance par rapport à ses convictions, de l'évaluation de ce en quoi on croit. Sinon, l'engagement peut parfois prendre des formes d'aveuglement. Cette dimension critique est absolument essentielle. L'engagement ne se fait pas sans une part intellectuelle extrêmement importante. Alors, c'est le cas pour tous les engagements, et d'une certaine façon, c'est le cas pour l'engagement le plus solide que nous partageons tous, l'engagement progressiste. Alors, le terme de progressisme n'est pas un terme que j'emploie moi-même, mais je l'adopte aujourd'hui parce que, au fond, il désigne bien ce qui est en cause. Le progressisme, c'est la volonté d'imaginer que partout devant soi, on pourra trouver un chemin, qu'on pourra aller vers un peu plus de lumière, vers un peu plus d'intelligence, vers un peu plus de justice et vers un peu plus de liberté pour tous. Le progressisme, je pourrais le caractériser, mais ça a déjà été admirablement présenté dans les interventions qui ont précédé, c'est souhaiter le progrès de la liberté, pas simplement pour ceux qui ont été dotés par la vie ou que leurs études ont permis d'évoluer dans la société, mais la liberté aussi pour les plus pauvres. Et là, je paraphrase
une phrase de Carlo Rosselli. Ceux qui me connaissent savent que c'est une de mes phrases fétiches. L'enjeu d'une société libre, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, ils ont la possibilité de choisir, de se déterminer, de retrouver une dignité, comme cela a été remarquablement évoqué tout à l'heure. La volonté progressiste est aussi la volonté de voir réduites les inégalités, de voir défendre les droits de l'individu face à l'oppression, toutes les oppressions, l'oppression de l'État, l'oppression de la société aussi et des opinions majoritaires. C'est également, et c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, me semble-t-il, dans un engagement progressiste, le respect, la volonté de maintenir envers et contre tout la pluralité, la diversité des opinions, contre toute tentative d'homogénéisation des idées, contre toute tentative de dogmatisme. C'est enfin, et on l'a vu au cours des années précédentes, dans de plusieurs mesures tout à fait importantes, l'approfondissement des droits de chaque individu, afin que chacun ait des capacités d'agir accrues et des possibilités également de s'opposer à ceux qu'il perçoit comme des abus. C'est également la fin des obscurantismes et des fanatismes, la vertu d'émancipation, la valeur d'émancipation qui a été analysée avec beaucoup de perspicacité dans l'intervention précédente, dans tous les domaines de la vie éducative, le montrer bien, parce que l'obscurantisme, le fanatisme a servi l'individu. Et enfin, c'est pour nous qui sommes des Européens et des Européens convaincus, la possibilité d'aspirer à la paix, à la coopération, évidemment dans un cadre européen, puisque c'est là où nous pouvons reconnaître notre action et véritablement agir. Alors à l'opposé de cet idéal progressiste, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le populisme. C'est un mot un peu fourre-tout. On parle aussi de démocratie libérale. Bref, au fond, le retour à la plus ancienne forme de gouvernement des hommes, c'est-à-dire un peuple et son chef, un peuple complètement homogénéisé et un chef totalement légitimé, d'où tout le pluralisme a disparu, l'aspiration à la liberté a disparu, la prise de distance a disparu, les contre-pouvoirs, les autorités indépendantes, l'individu est absorbé dans le social, les gouvernants sont sans cesse légitimés par une volonté populaire qui est en grande partie une fiction, et très vite la corruption s'installe, car si l'on a une chance de voir certains gouvernements populistes tomber, et ceux qui, avant de pouvoir changer l'état de droit et les institutions libérales ont pu tomber, ont toujours été mis à bas par la corruption, c'est-à-dire la mise en valeur au lieu de l'intérêt public, d'un intérêt privé travesti en intérêt public et en satisfaction de clientèle qui tourne toujours autour du pouvoir. Donc voilà ce qui caractérise le populisme, l'opposé de ce que j'ai essayé de décrire sous le nom de progressisme. Mais le problème, c'est que pour nous, qui nous reconnaissons tous très volontiers dans ce premier ensemble de valeurs, d'une certaine manière, les problèmes commencent. Et là, je voudrais citer un précepte très souvent évoqué de Gramsci, pessimisme dans l'intelligence, optimisme dans la volonté. L'optimisme doit être toujours l'objet de louange lorsqu'il s'agit d'action. Mais la vertu intellectuelle par excellence, c'est le pessimisme, c'est-à-dire la lucidité. Ne pas avoir peur des parts d'ombre, ne pas avoir peur des ambiguïtés, ne pas avoir peur des contradictions. Or, quand on regarde le programme progressiste dans toute sa beauté et sa noblesse, tel que je l'ai rappelé, eh bien, on voit tout de même quelques problèmes apparaître. Alors, certains problèmes très généraux qui sont débattus depuis plus d'un siècle et demi. Le premier a trait à la compatibilité des valeurs. Liberté, égalité, par exemple, ne sont pas si facilement compatibles. Et lorsqu'on cherche plus d'égalité, en général, on diminue les libertés. Pierre Leroux, un des premiers socialistes, disait en 1830 « La liberté et l'égalité sont comme deux pistolets braqués l'un contre l'autre ». Alors bon, ils ont parfois, on l'a vu dans certaines circonstances, tiré en même temps, malheureusement. Mais par ailleurs,
nous savons que tous les idéaux progressistes, et d'ailleurs tous les idéaux animés, et c'est nécessaire par des bonnes intentions, peuvent avoir des conséquences qui sont moins bonnes que ce qu'on espérait. Un souci, on a vu plusieurs fois dans l'histoire qu'un souci de redistribution présenté ou aménagé, mis en œuvre d'une certaine façon, pouvait être concomitant d'une baisse de la production. Je ne me prononcerai pas sur le lien de causalité. On a vu également qu'un souci de rendre l'éducation totalement accessible, de faire en sorte que tout le monde puisse réussir, avait parfois comme corollaire ce que certains déplorent comme une baisse de niveau. La question ne peut pas être mise de côté. Il y a toujours un danger d'angélisme dans les idéaux progressistes. Et enfin, et c'est là l'essentiel, c'est parce que le rappel des idéaux progressistes n'empêche pas un véritable débat sur les moyens. Entre la gauche et la droite, enfin, disons la gauche et le centre-droit, entre les libéraux et les jacobins, entre les girondins et les étatistes et les centralisateurs, on partage le même idéal progressiste. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui pensent que pour que la société soit prospère et que l'inégalité soit réduite, il faut augmenter l'offre. Il y a ceux qui pensent au contraire qu'il faut, pour réduire les inégalités, pratiquer une politique de redistribution. Il y a ceux qui pensent que pour faire réussir tous les enfants à l'école primaire, il faut des écoles avec un très fort degré d'autonomie dans leur stratégie éducative et dans leurs moyens, évidemment soumis à des buts communs qui doivent être définis par l'État, puisque l'éducation est une mission d'intérêt public. Mais il y a ceux qui pensent aussi que l'objectif d'égalité sera beaucoup mieux atteint si les écoles sont contrôlées étroitement par l'État, même dans leur gestion. Il y a ceux qui pensent que les universités donnent leurs meilleures chances aux étudiants s'il y a une sélection à l'entrée, et il y a ceux qui pensent qu'il faut très largement ouvrir l'université à tous et proposer ensuite des orientations qui correspondent aux acquis des étudiants. Enfin, bref, sur toutes ces questions clés qui sont au cœur de l'idéal progressiste, il y a de véritables débats. Et ce serait appauvrir notre idéal progressiste que de considérer que ne sont progressistes que ceux qui sont d'accord avec nous. Il y a aussi ceux qui pensent autrement et qui pensent autrement au nom de la même vision de l'intérêt public que nous et pas du tout au nom de leurs intérêts particuliers. Et d'une certaine façon, cette pluralité d'options, qui est un des engagements les plus forts du progressisme, est inévitable. Elle traduit la complexité de la société, elle traduit la diversité des opinions, des intérêts. C'est le premier matériau de la politique, c'est la condition du perfectionnement mutuel, c'est en discutant qu'on perfectionne ses arguments, mais c'est la condition aussi de la liberté et de la liberté de penser. À côté de ça, bien sûr, il faut trancher. À certains moments, le débat est clos, il faut décider. Mais décider en ayant une conscience très vive qu'on décide parmi une pluralité d'options raisonnables, au risque, sinon c'est le risque de ce que, en d'autres temps, Friedrich Hayek appelait la présomption fatale. Donc pour moi, le progressisme est essentiellement ça, le pluralisme politique, donner aux citoyens la liberté de choisir entre des options raisonnables, afin d'éviter toute interprétation providentielle de l'élection et de la souveraineté populaire, qui serait vraiment une négation du pluralisme. Il me semble, puisque notre valeur est l'engagement, que l'engagement signifie la participation politique, la citoyenneté, la possibilité d'exercer ses choix en politique. Et cela s'exprime de multiples façons. Une véritable concurrence électorale, puisque c'est quand même la première manifestation de la liberté de choix du citoyen qui lui fait croire en la réalité de sa participation politique, de son engagement, de sa citoyenneté, que de pouvoir choisir pour qui il va voter. Le renforcement des droits du Parlement, puisque les représentants portent d'une certaine façon au sein du Parlement l'ensemble des opinions politiques, et également la défense de la pluralité sociale, de l'engagement à tous les niveaux. Ça, c'est le grand apport de Montesquieu au libéralisme politique, cette continuité entre l'engagement
dans le local, dans l'administration locale, et l'engagement dans les affaires publiques. Toutes les formes d'engagement, à cet égard, sont en continuité et renforcent la liberté politique. J'insisterai, pour conclure, sur le fait que la liberté politique, l'engagement, la citoyenneté, c'est le premier facteur de la cohésion du corps politique. Car lorsque les citoyens ne reconnaissent pas leur action et leur participation dans la vie publique, lorsqu'ils ont le sentiment de ne plus être associés aux décisions politiques, soit par leur vote au moment de l'élection, soit par leurs représentants dans l'enceinte du Parlement, car leurs représentants, encore une fois, sont les représentants du pays entier et pas seulement les représentants du parti au pouvoir, c'est à ce moment-là que les citoyens se détachent de la communauté politique. La rancœur sociale, l'abstention, la protestation hostile en sont les conséquences le plus fréquemment observées, et je dirais même souvent observées aujourd'hui. Pareille attitude s'exprimera toujours par une nostalgie de l'identité, de l'entre-soi, des valeurs du passé et de la souveraineté, qui seront considérées comme des biens disparus. Et elles tendront à se substituer à l'engagement civique, car l'engagement civique est notre meilleur antidote contre le populisme. On se sent responsable de la politique telle qu'elle est, et en cas de désaccord, on est prêt à s'engager à la changer.